Et la contractualisation avec les directions opérationnelles sur les efforts à fournir sur les effectifs à rendre existe, mais c'est plutôt indicatif. C'est-à-dire que on peut envoyer en début d'année une information en disant, en période de préparation budgétaire, une information pour l'année N+1, c'est-à-dire un effort à fournir sur les postes à rendre, mais ça reste indicatif. Ça n'empêche pas qu'il y a une commission souvent qui va se réunir tous les mois et qui va analyser les efforts à fournir, qui va autoriser les suppressions de postes. Alors pourquoi il y a une recentralisation? Ça c'est ce qui ressort, c'est qu'en réalité l'effort il est tellement important à fournir, c'est que les directions opérationnelles ne sont plus toujours en capacité de faire des propositions pour supprimer des postes. C'est-à-dire qu'on va le voir, les directions opérationnelles sont, et là c'est le fruit d'une intelligence collective, sur les réorganisations, sur voir s'il faut adapter les horaires d'ouverture, le fonctionnement des services, mais par contre sur les suppressions de postes, en réalité, les directions opérationnelles ne sont plus dans une force de proposition. C'est-à-dire qu'en réalité, il n'y a plus que la direction générale qui le fait de manière un peu arbitraire. Et parfois c'est accusatoire, parce que c'est un peu dans sa tour d'ivoire qu'elle le fait un peu tout seul. Alors après, dans ces commissions RH, comité emploi, tout dépend le périmètre de composition, est-ce que les directeurs viennent ou viennent pas, ou est-ce que ça concentre que la direction générale. Mais en tout cas, ce qu'on observe, c'est que sur la décision de remplacement ou pas, il y a très peu de déconcentration. Donc on donne bien sûr les dates de départ prévisibles à la retraite notamment. Il y a aussi une mobilité liée aux mutations externes ou aux mobilités internes. Enfin bon, le gros, ça reste quand même les départs à la retraite. C'est le plus poussé, ce qu'on appelle une équation budgétaire, c'est-à-dire qu'on va donner un objectif, un objectif chiffré de masse salariale pour la direction opérationnelle à atteindre. Donc là, on va donner un objectif en milliers d'euros d'économie qu'on va convertir en suppression d'emplois. Là, c'est le plus poussé en réalité, mais c'est quand même ce qui est le moins pratiqué. Et puis sinon, ce qui se développe de plus en plus, et c'est là que les directions opérationnelles sont partie prenante et adhèrent le plus, c'est dans les gains de productivité interne, c'est-à-dire dans ce qu'on appelle la rationalisation du fonctionnement des services. Et c'est là que les directions des ressources humaines, aujourd'hui, doivent développer de plus en plus cette compétence d'accompagnement des directions opérationnelles à pratiquer cette rationalisation des services. Et c'est là que, sans doute, à terme, on va réussir à faire le plus d'économies possible. C'est-à-dire que les suppressions de postes, ça marche pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, mais qu'ensuite, quand on aura supprimé énormément de postes, on ne peut plus supprimer indéfiniment des postes. C'est-à-dire qu'on est obligé de revoir le périmètre de nos politiques publiques et donc de rationaliser les services publics. Le pilotage de la masse salariale, il est très peu déconcentré. C'est-à-dire que les dépenses de personnel, elles continuent d'être gérées en centrale dans les DRH. Quand il y a contractualisation, on contractualise avec les directions opérationnelles sur les effectifs, d'objectifs à atteindre, on contractualise très peu sur la masse salariale. Ce qui est logique, puisque je disais qu'il y a une recentralisation du pilotage de la masse salariale. En fait, alors, le mot est un peu dur, on dépossède les directions opérationnelles de ce pilotage de masse salariale, donc on ne peut pas leur demander de gérer, de suivre la masse salariale. Je ne dis pas que c'est bien, parce que je pense qu'à mon avis, c'est un tort. On finit par déresponsabiliser les directions opérationnelles. Les réformes successives sur les départs à la retraite font qu'on a très peu de prévisions sur les départs à la retraite, et que la mise en place du BPCR, en plus, doit inciter un certain nombre d'agents, avec l'avancement l'échelon à durée intermédiaire, on va décaler les départs à la retraite d'un certain nombre d'agents de 6 mois à 1 an. Alors, ça paraît peu, 6 mois à 1 an. Simplement aujourd'hui, quand on n'est quand même pas capable à 1 an de sortir un départ à la retraite, vous décalez de 6 mois, vous retardez 2 temps. Autre facteur sur lequel on joue, c'est les délais de vacances de poste. C'est-à-dire que dans les grandes collectivités, de plus en plus, en fait, on va augmenter la durée des vacances de poste, et en augmentant la durée de la vacance de poste, finalement, on arrive à gagner un petit peu. Alors, au point que certaines collectivités ont budgété. C'est-à-dire que carrément, elles connaissent la durée moyenne d'une vacance de poste. Il y a certaines collectivités qui font des durées moyennes de vacances de poste par direction. Donc je disais tout à l'heure, secteur un peu protégé, secteur de l'enfance par exemple, le délai de recrutement est réduit. Par contre, dans le secteur de la voirie, le délai de la vacance de poste peut être allongé. Et tout ça est budgété et finit par faire des économies assez substantielles. Autre poste qui n'est pas négligeable, bien évidemment,
c'est les heures supplémentaires payées et les remplacements qui sont très importants comme levier. Et puis le dernier volet, c'est l'absentéisme. Alors l'absentéisme, on en parlait un peu aussi ce matin, l'absentéisme c'est au sens large, à maladie ordinaire, mais aussi accident du travail et maladies professionnelles. De plus en plus, les collectivités s'impliquent dans la prévention de l'absentéisme pour justement maîtriser la masse salariale. Qui dit absentéisme, dit remplacement déjà, ou s'il n'y a pas remplacement, de toute façon, souvent alors là je parle aussi de grosses collectivités, les grosses collectivités étant leur propre assureur, forcément, elles se retrouvent à payer l'agent qui est en arrêt. Aujourd'hui, dans toutes les grandes collectivités, il y a un examen systématique de tous les départs à la retraite, mutation, mobilité, voilà, il n'y a plus c'est plus une analyse qui est laissée à la RH où il n'y a plus de remplacement systématique. On analyse systématiquement le besoin et on demande aux directions opérationnelles de se justifier de plus en plus. Il y a une montée en puissance des affectations d'office, mutation d'office. Alors, c'est un peu déguisé parce que la mutation d'office, elle répond à sa mutation d'office dans l'intérêt du service. Mais ce que l'on observe, c'est que quand une commission RH, je ne sais pas commission RH, chez moi ça s'appelle commission RH, on pourrait s'appeler autrement, c'est que quand elle décide qu'il y a un remplacement ou pas, je vous disais tout à l'heure, il y a reclassement, mobilité interne, on n'exclut plus aussi d'avoir recours à la mutation au sens mobilité un peu contrainte. On sait qu'il y a un agent qui est en fragilité dans un secteur, on a connaissance de la situation individuelle, bon bah tiens, on va lui proposer, voire même lui proposer gentiment, plus que gentiment, d'aller sur tel endroit. Ça se pratique de plus en plus. Et bah, ce qui veut dire aussi que les RH commencent à avoir une connaissance plus fine des situations individuelles, c'est-à-dire qu'elles avaient une connaissance fine de la carrière de l'agent, éventuellement des soucis médicaux, même si il y a le secret médical, mais qu'on va au-delà, c'est-à-dire qu'on commence à connaître éventuellement les réticences de l'agent sur un poste, ou au contraire, si l'agent peut avoir un engouement ou une passion pour un poste, on commence à le savoir, ce qui s'explique aussi avec la montée en puissance d'un service recrutement ou d'un service formation des gestionnaires de mobilité interne, ou des chargés de recrutement qui font ça. Et donc, cette connaissance plus fine, finalement, est mise à profit pour développer des mutations. La réduction du nombre de services, c'est-à-dire que quasiment toutes les grosses collectivités locales, début de mandat faisant, ont travaillé sur leur organigramme. Et quand on travaille sur l'organigramme, c'est souvent, on fusionne des services, on fusionne des directions, tout simplement pour faire des économies, notamment de cadre. En même temps qu'on travaille sur l'organigramme et qu'on fusionne des directions et des services, il y a une diminution du nombre de niveaux hiérarchiques. Alors ça, c'est plutôt quelques velléités, quelques essais. Voilà, aujourd'hui, on ne peut pas dire que c'est quelque chose qui se développe, mais en tout cas, il y a une volonté quand même forte des nouveaux exécutifs à vouloir diminuer le nombre de niveaux hiérarchiques.